Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. OP Mobility, leader mondial des solutions de mobilité innovantes, spécialisée en les équipements automobiles, l'entreprise développe des technologies avancées pour la carrosserie, l'éclairage, l'aérodynamique, les systèmes à hydrogène. Marc Perrodin, membre du comité de direction d'OP Mobility et directeur du business group H2 Power, c'est-à-dire l'hydrogène, sera en notre compagnie. Et pour cette émission des vraies voix qui font rouler la France, le petit-fils du légendaire André Citroën, Henri-Jacques Citroën, porte l'héritage d'un nom qui a révolutionné l'industrie automobile. Derrière les chevrons iconiques, il y a une histoire d'un ingénieur visionnaire fasciné par la modernité qui a bâti une marque devenue un symbole du génie français. Henri-Jacques sera avec nous dans quelques instants. Soyez les bienvenus, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et d'abord au 0826 300 300 avec Chantal qui est avec nous. Bonsoir Chantal. Bonsoir Chantal. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Chantal, coup de gueule sur le manque de mécaniciens selon vous? Oui, alors moi je suis une passionnée des vieilles voitures et aujourd'hui malheureusement fini les mécanos qui écoutent les bruits des moteurs, qui voient des fumées sortir des pots d'échappement. Aujourd'hui chaque moteur électrique a un bruit de moteur dédié conçu par des ingénieurs et ce ne sont plus des mécanos qu'on trouve mais des techniciens de la valise électrique et plutôt des informaticiens je dirais. Donc merci monsieur les nouveaux mécanos et garagistes d'accueillir et de transmettre la vocation à nos jeunes parce que certains sont passionnés et malheureusement ceux-là il faut vraiment les chouchouter parce que ce sont nos mécanos de demain. Voilà. Vous êtes dans les Hautes-Pyrénées, Chantal? Oui, vous êtes dans quel coin des Hautes-Pyrénées? Un département que je connais bien. Je suis pas loin de Tarbes. Ah, pas loin de Tarbes. Vous avez des problèmes là-bas pour trouver des mécaniciens, par exemple? Vous voulez prendre un rendez-vous pour une révision, on vous dit c'est dans 2 mois? C'est catastrophique. Chaque garage affiche devant son portail, cherche mécano, carrossier. Et là, j'ai une amie qui a son fils de 14 ans qui est passionné et qui a dû faire 5 garages. Il pleurait parce que personne... Après, je comprends. Aujourd'hui, certains aussi font pas l'affaire, n'ont pas envie. Et du coup, malheureusement, ceux qui ont envie, se trouvent des portes fermées. Voilà. Ah, c'est quand même impressionnant. Et vous, donc, vous êtes une amatrice de belles voitures et de vieilles voitures. Et quel type? C'est quoi votre voiture favorite? Moi, j'ai une Fiat 500. Une Fiat 500 d'origine? Oui. Ah, magnifique. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut la garder celle-là. Oui, et puis le bruit du moteur de la Fiat 500, c'était un peu comme le bruit du moteur de la 2 chevaux, ça faisait un peu... vous voyez ce que je veux dire? C'était typique. Complètement. Voilà, en tout cas. Mais il y a visiblement on va lui ouvrir son micro à Henri-Jacques qui est avec nous, Citroën. Il y a à Garac. Oui, il y a un grand centre de formation qui est à Paris et dans plusieurs villes de France qui s'appelle le Garac. Celui de Paris, il y a 1500 élèves qui se spécialisent dans l'automobile, dans le camion et la moto. Donc voilà. L'avenir est en partie assuré. Pour le fils de votre ami notamment, Chantal. Super. Bravo. Allez, merci beaucoup en tout cas. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. Merci beaucoup Chantal avec OP Mobility et son directeur du business group sera avec nous, Marc Perrodin. À tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec nous, Marc Perrodin. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes membre du comité de direction d'OP Mobility et directeur du business group H2 Power. Alors c'est une entreprise aujourd'hui qui a changé de nom puisque vous avez élargi en tout cas les expertises de votre métier initial. Tout à fait, oui, on a changé de nom l'année dernière. On fêtera l'anniversaire du changement de nom dans quelques jours. Effectivement, pour refléter la réalité de notre business qui s'est élargi, qui était historiquement un business qui est tout autour du véhicule, qui est un business autour de l'automobile, de la carrosserie, des pare-chocs, des haillons, principalement en plastique, mais aussi leader mondial du réservoir à carburant. Et puis, dans les dernières années, dans le cadre de la transformation du segment automobile, du secteur, on diversifie nos activités de façon forte. On a acquis des sociétés qui font de l'éclairage, donc de la technologie. S'associe à ça, bien sûr, de l'électronique, du logiciel. Et puis, dans le domaine de la propulsion, c'est également lancé dans l'électrification sous 2 formes.
une activité qui fait de la batterie, principalement pour la mobilité commerciale, et puis l'activité que j'ai le plaisir de diriger depuis quelques années, qui tourne autour de la mobilité hydrogène. Pourquoi cette diversification, finalement, c'est peut-être pour aller sur... on se pose toujours la question, mais parce que ce sont vraiment d'autres métiers. On s'ouvre à l'hydrogène, par exemple. C'était quoi ce choix? On change de plateforme technologique. On parle chez OP Mobility, donc d'un groupe qui a bientôt 80 ans, qui est implanté dans un modèle d'industrie lourde, de plasturgie, injection de plastique, carrosserie plastique, réservoir à carburant. Et on est en train d'évoluer aujourd'hui dans la mobilité nouvelle vers des solutions qui utilisent beaucoup l'électronique, le logiciel, la communication, l'éclairage et des modes de propulsion surtout qui se sont diversifiés. Donc notre volonté, c'est de continuer sur des segments de croissance. Il est bien évident qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'automobile, la croissance ne vient pas que du marché, elle doit venir aussi de notre capacité à vendre de nouveaux produits. Et à innover et à renouveler un petit peu nos lignes de produits. Donc, dans cette optique de transformation, c'est pour ça qu'on a diversifié nos activités. Dans le domaine de la propulsion, on a maintenant des activités qui sont intéressantes puisqu'il y a beaucoup d'hésitations de marché aussi aujourd'hui sur les prochaines années, l'électrique, le non-électrique, l'essence et son interdiction, et par continent c'est encore différent. Aujourd'hui, chez OP Mobility, on est leader mondial du réservoir à carburant. On veut être leader mondial de la propulsion hydrogène et on a investi, comme je vous le disais, dans la batterie. Donc, on n'a pas tous nos œufs dans le même panier. On va parler de l'hydrogène un peu plus tard, notamment avec la direction que vous managez. Le choix, en tout cas. Le choix. Il y a une chose importante. Vous faites des réservoirs à système de dépollution à essence. Moi, j'imaginais pas qu'il y avait pour moi, un réservoir, c'était un réservoir. Vous faites des réservoirs avec système de dépollution. Comme dirait Michel Chevalet, comment ça marche? Alors, dans un système à carburant, en particulier dans le diesel, il y a des émissions nocives qui ne sont pas que des émissions de CO2, qui sont des émissions de ce qu'on appelle les oxydes d'azote, les NOx, les microparticules. Et donc, depuis quelques années, en particulier depuis les dernières normes, Euro 5, Euro 6, il est absolument obligatoire sur le territoire européen en particulier, mais pas seulement, d'amener ce qu'on appelle de l'AdBlue. Si vous conduisez un diesel, vous avez vu dans les stations-service cet AdBlue, qui est un additif qui vient s'ajouter dans la ligne de carburation, qui détruit ces NOx et qui permet qu'au niveau de la ligne d'échappement, on émet toujours du CO2 bien sûr, mais on n'émet plus de NOx, on n'a plus d'émissions nocives. Donc ces systèmes de dépollution viennent s'ajouter en amont de la ligne d'échappement et détruisent les gaz nocifs. Et donc nous, on a une activité pour ces réservoirs d'AdBlue que vous remplissez toutes les quelques semaines, c'est plutôt un kilométrage. Tous les quelques mois, c'est plutôt 1 litre au 1000 à peu près. Alors, pour une voiture. Pour une voiture particulière, pour un camion, une camionnette, c'est plus intense et on le remplit plus souvent. Donc on fournit des réservoirs, métier réservoir, mais on fournit aussi l'électronique de contrôle, le logiciel de pilotage, de micro-injection pour être certain en permanence d'injecter la bonne quantité d'AdBlue pour qu'il y ait absolument pas d'émissions à la sortie de la ligne d'échappement, ce qui est réglementaire. D'accord. On voit beaucoup d'innovations et gros services de R&D. On voit à combien d'années aujourd'hui? Est-ce qu'on est presque dû année à année, puisque là, on voit que l'Europe, aujourd'hui, ses injonctions, et il y a des modifications, on sent bien qu'il y a un espèce de trouble, en tout cas dans la filière automobile, mais est-ce qu'on anticipe très longtemps à l'avance quand même? Les cycles se sont raccourcis et là aussi, on essaye, nous, de diversifier nos activités. Il y a des activités qui sont à forte visibilité dans le portefeuille d'OP Mobility, qui sont nos activités historiques, sur lesquelles on peut considérer que tous les véhicules continueront d'avoir une carrosserie, par exemple. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, ce sera très innovant. Et on a plusieurs de nos activités. Un vélo. Oui. On a plusieurs de nos activités donc qui se nourrissent de ça. Et puis, sur le domaine plus incertain, qu'est le domaine effectivement de la propulsion, c'est là qu'on a tenté de se diversifier pour apporter de la valeur et surtout pour être capable d'avoir des activités qui aujourd'hui fonctionnent très bien, comme le réservoir à carburant, pour être clair, ou la dépollution, qui sont les solutions d'aujourd'hui. Qui est une transition quelque part. Bien sûr, et puis des activités qui nous projettent plutôt à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Pour la batterie, c'est même déjà dans le réel. Pour l'hydrogène, bien sûr, c'est un segment de croissance complet. On est au tout début de l'aventure. Alors vous faites des batteries, pas de la chimie, mais les packs. C'est quoi les packs de batterie? Alors dans une batterie, il y a plusieurs ensembles et sous-ensembles. Il y a les fameuses cellules. Alors c'est vraiment le cœur de la batterie. C'est là que vous avez les électrolytes, qu'on appelle ça. Ce sont des liquides, ce sont des terres rares dont on parle beaucoup en ce moment dans l'actualité. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour plein de raisons. Donc ces cellules, nous on les fabrique pas. C'est un métier de chimiste. Nous on est plutôt des industriels de la mécanique. Je reviens aux discussions qui avaient lieu juste avant. Par contre, ensuite, ces cellules, il faut les ranger dans des modules qui sont des sous-ensembles, qui font quelques kilos, quelques dizaines de kilos, et puis il faut les mettre dans un grand pack, qui est un cadre en aluminium, en métal, qui assume plein de fonctions. D'abord, il connecte les éléments ensemble. Il permet aussi de contribuer, c'est un élément métallique assez important, il contribue souvent à la structure du véhicule, à sa résistance au crash latéral, au crash frontal. Il résiste au feu.
Il résiste aux attaques chimiques et aux attaques extérieures. Et il fait également de la régulation thermique, puisqu'une batterie, c'est très important, doit être maintenue à un certain niveau de température pour être performante. Donc, intégrer des cellules, ces petites poches chimiques, à l'intérieur de grands ensembles qui vont venir s'intégrer dans le véhicule, c'est un métier avec des technologies qui sont assez particulières et c'est sur ce métier-là qu'on se concentre. Alors Philippe, vous parlez des choses très opérationnelles. Moi j'aime bien prendre un petit peu de hauteur sur les brevets par exemple. Les sociétés françaises comme Valeo par exemple sont très très brevetées et ça c'est une fierté française. Sur ces brevets, tout ça c'est un travail de long terme, on anticipe aussi depuis très longtemps. Oui, on a bien sûr une activité innovante, ça fait partie de l'ADN d'OP Mobility. On est une société qui est née et qui a pris sa croissance dans l'innovation. On dépose bien sûr beaucoup de brevets. On est prudent, ceci dit, sur les brevets qu'on dépose, parce que vous savez que quand on dépose un brevet, quand ce brevet est publié 18 mois après, votre technologie arrive et est lisible par les autres. Bien entendu. Donc on fait ça avec parcimonie pour les choses qu'on est capable de détecter, de protéger de façon physique. Quand on fait des secrets de fabrication, on est des industriels, on ne fait pas que du produit. Quand on développe des processus nouveaux, industriels, on a tendance plutôt à essayer de garder notre savoir-faire à la maison et pas forcément à breveter pour être capable de protéger le secret le plus longtemps possible. Alors, vous fabriquez également d'autres parties extérieures des véhicules, pare-chocs avant, haillons, toutes les parties qu'on peut équiper d'aides à la conduite. Oui. Déjà, quelles aides à la conduite et quelles parties? Alors, effectivement, la carrosserie de votre voiture, les pare-chocs avant, les haillons, les portières, ce sont les éléments qui embarquent. Alors, les petits capteurs qui font bip-bip, les capteurs de stationnement, quand on recule, on commence à être habitué. Oui. Ils sont maintenant plutôt remplacés par des caméras à l'avant, à l'arrière, qui vous donnent une vision parfois 360. Le bird view, on appelle ça. Oui, c'est ça. Votre voiture d'en haut, c'est quand même extrêmement pratique pour se garer. Et puis, vous avez également les fameux radars. Ouais. Alors, les radars, c'est la conduite niveau 2, niveau 2+, bientôt niveau 3. C'est ce qui vous permet de vous maintenir dans la file à distance des véhicules, de mesurer les distances. Ces radars s'intègrent souvent au centre de la carrosserie et donc au centre du véhicule. Donc nous, les prémices de l'autonomie finalement de la voiture. sont les premières étapes de l'autonomie qui se développent maintenant. Donc au début, on pouvait simplement caler sa vitesse avec le régulateur. Maintenant, vous avez votre voiture qui freine et qui accélère pour se maintenir à distance contrôlée de la voiture devant vous. Et puis vous commencez à avoir des véhicules qui vous permettent, avec la programmation du GPS, de prendre la sortie et de prendre la bretelle d'autoroute ou de faire du changement de fil assisté. Donc les choses progressent. Effectivement, la carrosserie est idéalement placée, c'est elle qui est au plus près de la route, c'est elle aussi qui est au plus près de la voiture qui est devant, de celle qui est derrière, de celle qui est sur le côté quand vous allez déboîter. Et donc on a un emplacement privilégié. Donc on profite de cette position stratégique dans le véhicule pour essayer d'intégrer de l'électronique, des capteurs, de l'intelligence, de l'éclairage aussi. Je le disais en introduction, on a investi dans des sociétés qui font de l'éclairage. L'avant, l'arrière, les portières, c'est aussi des zones sur lesquelles on peut communiquer. On était présent à Vegas au début de l'année, au CES, où on s'investit depuis quelques années, puisqu'il y a de plus en plus de présence de la mobilité. On y présentait des panneaux de carrosserie qui communiquent. Imaginez par exemple sur votre haillon à l'arrière, quand votre radar ou votre caméra détecte des travaux ou un piéton qui pourrait être en danger devant vous sur la route, qu'un message communicant s'affiche à l'arrière de votre haillon pour la voiture qui vous suit en disant « Attention !» devant vous, il y a quelqu'un que vous ne voyez pas, ou il y a des travaux, et donc je vais freiner de manière à anticiper de la sécurité. La voiture solidaire. La voiture solidaire, la voiture qui communique avec le reste des circulants. Et donc la voiture, je recherche le nom de cette technologie, on en avait parlé, détecte le piéton à l'avant, c'est-à-dire qu'elle ralentit, et vous prévenez par le pare-choc arrière la voiture qui arrive derrière pour qu'elle freine aussi. C'est absolument génial. Exactement, et même on pourrait imaginer que ce ne soit pas seulement visuel, mais qu'un jour les voitures puissent se parler entre elles de façon automatique. Oui. Mais alors pour la sécurité, notamment sur l'éclairage, vous avez racheté 2 entreprises, AMLS, une filiale d'Osram et Varroc, un équipementier indien. C'est ça. Vous avez fait une technologie qui s'appelle le système ADB, qui permet de passer en feu de route sans gêner les conducteurs en face. Encore une fois, comment ça marche? Alors ça, c'est un système qui utilise les nouvelles sources de lumière qui sont modernes. Avant, c'est de la LED, généralement. Encore mieux, de l'organique LED, encore plus propre, encore plus performante en termes d'éclairage. Donc ça, ce sont les nouvelles sources de lumière que beaucoup de nouvelles voitures utilisent. Et puis, vous avez la possibilité dans les phares maintenant de mettre plusieurs LED et de faire une matrice. Et donc, avec la caméra qui est souvent placée sur le rétroviseur central qui est sur le pare-brise, vous photographiez la route en temps réel avec plusieurs dizaines d'images par seconde pour regarder le trafic devant vous et celui qui vient en face. Et vous avez dans cette matrice de vos phares des points qui s'allument et d'autres qui s'éteignent, comme les pixels de votre moniteur ou de votre écran, et qui permettent d'éclairer la route à l'endroit où il n'y a personne en face de vous. Mais bien sûr, avec la vitesse des objets qui bougent, il faut en permanence allumer et éteindre des points à très haute fréquence. C'est dingue. Et donc c'est comme ça qu'en croisant les camions, en suivant les voitures, vous arrivez à éclairer parfaitement les deux côtés de la route, mais à ne pas éblouir le conducteur qui est devant vous ou le camion qui vous croise sur la file d'en face. Il y a bien sûr là-dedans, vous le comprenez, il y a de l'éclairage,
mais il y a aussi beaucoup de logiciels et de l'informatique temps réel, de l'analyse d'images pour être capable de traiter ça. C'est anti-éblouissement aussi de panneaux ? Ça peut être fait comme ça aussi, bien sûr, puisque la dynamique d'un panneau et du reflet serait le même, absolument. Vous avez lancé l'offre One for You pour les constructeurs. En quoi est-ce qu'elle consiste ? Alors, One for You, c'est l'alliance de ce que je disais à l'instant, et c'est l'exemple que je donnais. On était les leaders, on est toujours bien sûr les leaders de la carrosserie plastique et de la carrosserie automobile. On a racheté deux sociétés qui font de l'éclairage, et donc on essaye de rejoindre l'ensemble des deux mondes. Utiliser le pare-choc à l'avant, par exemple, pour intégrer les phares, plutôt que d'avoir des sous-ensembles qui sont séparés, pour gagner des coûts, pour gagner de l'intégration et pour amener de la fonction. Je reprends l'exemple que je citais à l'instant, mettre des panneaux lumineux ou des panneaux de communication sur le haillon arrière qui peuvent être intégrés dans le panneau de carrosserie. One for You, c'est ça, c'est la capacité qu'on a à marier notre portefeuille de technologies, les technologies et les pièces de carrosserie en plastique, la technologie d'éclairage, les technologies de conduite assistée et d'arriver à fournir des modules intelligents, plus connectés, moins chers et qui permettent d'augmenter la valeur de notre offre. Vous avez fait le choix de l'hydrogène, vous l'avez dit tout à l'heure. On en est où de l'hydrogène ? Parce que c'est plutôt très flou pour les consommateurs qui ont déjà du mal à parler électrique, même si ça commence à venir. L'hydrogène, on en est où ? L'hydrogène, c'est un bijou de technologie. J'ai eu le plaisir de venir jusqu'à vous ce soir dans une voiture hydrogène. C'est à la fois la conduite propre d'un véhicule électrique, puisqu'un véhicule hydrogène, c'est un véhicule électrique, mais vous fabriquez votre électricité à bord avec ce qu'on appelle une pile à combustible. Donc c'est parfaitement propre. C'est un remplissage exactement équivalent. Quand je fais le plein de ma voiture hydrogène, je vais dans une pompe. Alors il se trouve qu'il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais il y en a une qui est juste à côté. Qui est la plus grosse d'Île-de-France. C'était pour vous accueillir. Oui, exactement. Donc elle n'était pas là hier. C'est nos amis d'Isetco qui ont installé ça, comme ils ont déployé autour des Jeux Olympiques avec Toyota, avec Air Liquide, avec leurs partenaires actionnaires des stations. Vous remplissez en 3-4 minutes, c'est un pistolet que vous mettez à l'arrière de votre voiture, vous restaurez vraiment l'expérience utilisateur et puis vous avez une autonomie qui est bien plus grande que celle d'une voiture à batterie. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est nouvelle, l'hydrogène, qui coûte encore assez cher. Il y a du retard dans le déploiement des infrastructures, il n'y a pas assez de stations hydrogène, il n'y a même pas encore assez d'hydrogène propre, d'hydrogène vert, comme on l'appelle. Ou d'hydrogène blanc, celui qui est naturel. D'hydrogène blanc, alors celui-là... On en a trouvé en France, a priori. Il y a des gisements, il faut maintenant voir si on arrive à les extraire de façon économique. L'hydrogène, c'est une énergie extrêmement prometteuse, c'est un vecteur d'énergie très prometteur pour la mobilité. Il lui faut du temps pour maturer, et il y a des hauts et des bas aujourd'hui, mais chez OPmobility, on y croit dur. Et vous gérez de A à Z les réservoirs pour les trains, les voitures, les poids lourds, et vous avez même EKPO, une branche du groupe qui fabrique les piles à combustible. Absolument, on fait tout. Donc on est, on peut vendre par appartement, mais on vend tous les objets. On vend tous les objets de la mobilité hydrogène. Donc si vous êtes un fabricant de camions, de trains, de tramways, de bus ou de voitures, vous venez chez nous, on peut vous vendre des réservoirs ou des piles. On en vend aujourd'hui à Alstom, on en vend au plus grand fabricant de trains du monde qui s'appelle CARC, qui est le leader mondial du train chinois. On en vend bien sûr à tout un tas de constructeurs automobiles. On a la chance de travailler avec Stellantis, avec BMW, avec Ford, avec General Motors. Donc on a beaucoup de clients aujourd'hui. Et on va se revoir dans 15 jours, parce que Sud Radio, il sera au Grand Prix ACF Autotech. Et vous avez même fait des partenariats suite aux précédents. Oui, absolument. On a pu développer, c'est ce qui est formidable dans le Grand Prix ACF. D'abord, il y a le côté support des startups, et des startups internationales, pas seulement françaises, dédiées à la mobilité. Nous, on a eu la chance d'y participer depuis quelques années, d'exploiter chez certains vainqueurs de prix les technologies pour les développer, en particulier dans le domaine du logiciel dont je parlais tout à l'heure. Et puis cette année, on y retourne. Il y a de superbes startups. Il y en a une, je parlais d'éclairage à l'instant, qui développe des LED organiques propres, qui sont extrêmement performantes. Une autre qui fait des stations mobiles pour hydrogène, pour déployer justement de l'hydrogène alors qu'on manque d'infrastructures. Il y a beaucoup de technologies, beaucoup d'innovations, des entrepreneurs extrêmement ambitieux qui vont nous permettre de transformer la techno de notre vieux métier. Absolument, et c'est une fierté française d'avoir autant de talent chez nous. Merci beaucoup Marc Perraudin d'avoir accepté notre invitation, membre du comité de direction d'OPmobility et directeur du business groupe H2 Power. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, on fait une petite pause. C'est les vraies voix qui font rouler la France, on est ensemble jusqu'à 20h. Et nous sommes en direct avec Franck Daragon qui est avec nous, maire de Salouel. Bonjour. Bonjour. Amiens Métropole, la deuxième métropole de la région des Hauts-de-France, c'est important de le dire. Vous êtes maire, c'est le 5e mandat d'élu local, bravo en tout cas, et le premier comme maire. Quels sont les investissements aujourd'hui privés et publics que vous avez réalisés dans la commune en matière de transition énergétique et des mobilités ?
Alors effectivement, oui, ça fait mon 5e mandat et on a investi au niveau énergétique parce que ça coûte de plus en plus cher et avoir accès à une énergie moins chère pour se déplacer, réaliser des économies d'énergie et produire de l'énergie verte, ça nous permet ça devait être une nécessité pour être en phase avec les finances de notre ville et puis relever les défis liés au changement climatique. Combien d'administrés chez vous? Alors à Salouel, on a 4200 administrés. Ah d'accord. Donc, et vous avez organisé, vous avez mis quoi, des panneaux photovoltaïques? Vous êtes allé sur quel type de produits? Alors, on est parti par exemple, pour notre salle des fêtes qui peut accueillir 500 personnes. Nous avons utilisé le gaz vert qui, lui, est produit par la chaufferie biomasse qui se trouve juste à côté et qui est gérée par Amiens Énergie. On a installé des panneaux photovoltaïques sur notre atelier technique. Et puis, on passe progressivement notre flotte de véhicules au tout électrique. Et pour passer à l'électrique, il faut des bornes. Vous en êtes tous justement sur la décarbonation, et les mobilités. Eh bien, comme je suis un élu au niveau du syndicat d'énergie, territoire d'énergie 80, le syndicat, lui, réalise un maillage sur le territoire et à Salouel, comme dans plusieurs villes de la métropole, on a décidé d'accueillir des investissements privés de stations E pour compléter et bénéficier de nouveaux services. Et puis, ce déploiement de services E est complémentaire et apporte de nouveaux services qui permettent d'avoir un prix de recharge à 30 centimes hors taxe, soit 5 € pour 100 km, ce qui est pour nos administrés très accessible. Et les usagers peuvent sur la station en plus bénéficier de services de proximité, comme la récupération de colis, puisqu'on a un casier connecté Vinted. Et c'est là encore de l'économie circulaire, puisque c'est de l'achat et de la vente de seconde main. Et puis la station E est installée à l'Érangemont, dans le centre de notre ville, proche d'un café. Ah ben voilà, c'est utile et ça facilite la vie des administrés. Tout à fait. Cela permet l'accès au très haut débit pour les mobiles. Cela simplifie l'usage de la voiture électrique. Le prix de la recharge, bien évidemment, qui, comme je vous l'ai dit, est à 30 centimes kilowatt. Mais il y a aussi un maillage dans la métropole qui se construit, puisqu'il y a plusieurs communes qui ont aussi fait le choix d'accueillir une station E. Et puis le badge de station E simplifie également l'usage de la voiture électrique. Et vous pouvez l'utiliser dans quasiment tous les réseaux en France. Merci beaucoup, monsieur le maire. Franck Daragon était avec nous, maire de Salouel, 4e ville de la métropole de Amiens Métropole. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et ce soir, nous allons parler d'André Citroën, un nom qui a révolutionné l'industrie automobile. Derrière les chevrons iconiques, il y a l'histoire d'un ingénieur visionnaire fasciné par la modernité qui a bâti une marque devenue un symbole du génie français. Henri-Jacques Citroën est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes son petit-fils. Quand on dit que c'est un industriel certainement le plus emblématique, et pourtant, on ne connaît pas beaucoup et pas suffisamment son histoire. Effectivement, c'est l'inconnu le plus célèbre du XXe siècle. Et j'essaye de faire connaître son histoire parce qu'elle est pleine d'enseignements pour les temps présents, les temps futurs. Alors aujourd'hui, on essaye de réarmer la France et l'Europe. J'aime bien raconter l'initiative qu'il a eue pendant la Première Guerre mondiale. Il était envoyé au front comme tous les hommes valides et il s'est rendu compte très vite que les Allemands envoyaient beaucoup plus d'obus sur les lignes françaises que le contraire. Donc il se dit, si on n'y remédie pas, on perd la guerre. Donc il demande à la famille de lui obtenir une audience avec le ministre de la Guerre pour lui proposer la construction immédiate d'une usine d'obus. Le rendez-vous est obtenu. À l'époque, André Citroën n'était pas connu. Là, il faisait simplement des engrenages à chevrons et il dirigeait une entreprise qui s'appelle Automobile Morse qu'il avait embauché pour être dressé. Et donc, il se trouve face au ministre de la Guerre, il fait cette proposition, et comme le gouvernement français n'avait rien à perdre, on lui donne le feu vert. Et là, il fait quelque chose qui dépasse l'entendement pour ceux qui connaissent un peu l'industrie. En l'espace de 4 mois, il achète les terrains dans le 15e à Paris, les terrains de Javel, où se trouve actuellement le parc André Citroën. Il fait construire l'usine, qui est un énorme bâtiment. Quand on va faire des obus, c'est pas le petit atelier du coin. On achète les machines. Certaines étaient importées. On crée le process de fabrication. Et on embauche pour commencer 3500 personnes qu'il faut former.
les 3500 personnes, les 3/4 étaient des femmes, puisque les hommes étaient au front. Et pour que les femmes travaillent dans de bonnes conditions, nurserie, garderie, infirmerie, vestiaire avec douche, prime d'accouchement, prime d'allaitement, et même, de manière générale, pour que le personnel puisse s'alimenter comme il faut, il y avait des chariots électriques à l'époque qui transportaient la nourriture de la cuisine vers la cantine. Et en l'espace de 4 mois, la production commence. Et une initiative complètement privée. Oui. Et donc, je trouve que c'est un exemple qui doit être médité aujourd'hui, alors qu'on essaye de se réarmer. Oui. Et donc, l'entreprise, à la fin, avait 13 000 personnes, et c'est grâce à ça que la France s'est trouvée armée comme il faut pour remporter la victoire. Alors, on a envie, pardon, oui. Philippe, forcément, il y a tellement de choses à dire sur André Citroën. Vous vous battez aujourd'hui pour que la panthéonisation d'André Citroën, parce que quand on va dérouler tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a, sa vision, son travail, son engagement, ça nous paraît tellement évident aujourd'hui. J'ai entamé la démarche avec un déclic. Quand j'ai appris que Joséphine Baker allait être panthéonisée, je me suis dit, elle était copine de mon grand-père, elle rentre au Panthéon, il rentre au Panthéon. Et en plus, il a un CV qu'il mérite. Oui. Bon. Et donc, j'entame la démarche pour que les industriels et les chefs d'entreprise soient enfin reconnus, parce qu'il n'y en a pas pour l'instant au Panthéon. Alors pourquoi la démarche ? Il y a un certain nombre d'arguments, pas simplement industriels. Bon, on est dans un contexte de réindustrialisation de la France. Mmh. Il coche cette case, je viens de le dire, et puis après, avec la production d'automobiles, la production massive d'automobiles, il coche la case. On est à la recherche de la cohésion sociale. Mmh. Et là, il a mené une politique sociale d'avant-garde depuis le début. Pour l'époque, c'était hyper novateur. Très pushy. En pleine guerre, 1915. Oui. Et puis après, formation professionnelle continue, service de santé. C'est lui qui invente le 13e mois, en 1927. Bon, toute une série de mesures. Donc, la case cohésion sociale, elle est cochée aussi. Elle est cochée. Et la preuve qu'elle est cochée, c'est que dans le comité de soutien que j'ai constitué, le président de la CFTC en fait partie. Et l'autre jour, il a déclaré, il faut qu'aujourd'hui, il y ait plus de chefs d'entreprise comme André Citroën. Donc c'est quand même quelque chose qui est... Oui, une belle reconnaissance. Ouais. Bon. Ensuite, renforcement du rôle de la femme dans la société. Alors, André Citroën a toujours mis en avant la femme dans ses entreprises. Dans les entreprises de production d'obus, puis celles d'automobiles. Et pendant les années 30... il a lancé une campagne de publicité sur le thème « La femme moderne ne circule qu'en Citroën ». Énorme pari, puisque les femmes à l'époque avaient été rares à avoir le permis de conduire. Oui. Donc, c'était un pari sur l'avenir. 4e argument, la recherche du progrès technique et technologique, parce que l'instruction qu'avait toujours donnée André Citroën à ses équipes, c'est il faut avoir de 5 à 10 ans d'avance sur ses concurrents, parce que comme ça on est tranquille. Et cette impulsion, elle s'est retrouvée pendant tout le siècle. Il est mort en 1935, mais après, on a retrouvé cette recherche de l'innovation et du progrès technologique. Comment ça se passe, un processus de panthéonisation, quand vous êtes en plein dedans? Il faut faire un comité de soutien, un nombre de signatures, comment ça fonctionne? Il faut convaincre une seule personne. Qui s'appelle Emmanuel Macron. Le président de la République. Voilà, c'est ça. Qui décide souverainement qui rentre au Panthéon ou qui n'y rentre pas. Voilà, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soumis un manifeste qui reprend tous les arguments. Et puis, j'ai créé un comité de soutien en faisant en sorte que la société française soit représentée dans sa belle diversité. Il y a pas que des personnes, disons, entre guillemets, très importantes. Il y a des députés, des sénateurs, certes, mais il y a des ambassadeurs, des professeurs d'université. Il y a vraiment la société française est bien représentée. Et puis, il faut faire un petit peu de bruit. Alors, ce que je fais, c'est j'essaie de créer une matrice d'opinion positive au niveau de l'opinion publique, parce que l'histoire, elle est trop belle. Il faut qu'elle soit connue,
parce qu'elle est pleine d'inspiration pour les uns et pour les autres. Et je suis trop content de faire cette démarche parce que ça me permet de transmettre des messages qui vont sûrement faire progresser la nation. Il avait fait aussi alors la Tour Eiffel, c'est-à-dire que c'est le premier à avoir affiché son nom sur la Tour Eiffel, qui a duré quelques années. D'autres constructeurs n'ont jamais osé le faire, et lui, il était très pushy sur ce genre de choses. Fallait y aller en fait. En fait, quand il commence à produire les voitures à grande échelle. C'est lui, pardon, qui a importé le taylorisme en France. Voilà, le taylorisme. Voilà. Donc, et qu'il applique pour les obus déjà. Donc, comme il allait produire des voitures à grande échelle pour donner de la mobilité à la population, il fallait vendre les voitures. Parce que les volumes allaient être considérables. Et c'est pour ça que, de manière, je dirais dans son cas, naturelle et spontanée, il fait ce que le publicitaire très connu Jacques Séguéla a dit. Il a tout inventé dans le domaine de la publicité moderne et du marketing moderne. Et comme a dit il y a quelque temps un journaliste, c'est André Citroën qui a inventé le buzz. Il faisait du bruit en permanence. Alors effectivement, la Tour Eiffel, pendant 10 ans, sur la Tour Eiffel, nuit et jour, on voyait le nom Citroën. D'ailleurs, Lindbergh, quand il a traversé l'Atlantique, il est arrivé près des côtes françaises en pleine nuit. Et il a réussi à atterrir au Bourget, et une fois sorti de son avion, il a dit, ce qui m'a guidé, c'est le nom Citroën sur la Tour Eiffel. Et donc, ce que fait mon grand-père, c'est quand il entend ça, il l'invite aussitôt à visiter l'usine. Donc la visite se fait, et à la fin de l'usine, énorme banquet, 6000 personnes, et les 6000 personnes étaient les 6000 ouvriers. Extraordinaire. Extraordinaire. Il y a une chose importante, c'était un anniversaire, les 100 ans de la croisière noire, qui était partie de Colombéchar en Algérie le 28 octobre 1924 pour arriver au Cap. Elle s'était séparée, une partie était allée à Madagascar le 26 juin 25. Un siècle après, vous venez de terminer la croisière verte dans le continent africain. Racontez-nous ce que ça a été, c'est extraordinaire. Juste un petit mot sur la croisière noire, parce que peut-être que les auditeurs ne connaissent pas. Et même sur la croisière jaune qui avait eu lieu en 31-32. Voilà, exactement. Bon, la croisière noire. De Pékin. Voilà. La croisière noire, c'est la traversée de toute l'Afrique avec des autochenilles. Les autochenilles, c'est des voitures qui ont des roues normales à l'avant et des chenilles comme les chars, les tanks de guerre à l'arrière. Donc c'est l'ancêtre du tout-terrain. Donc l'idée d'André Citroën, c'était d'ouvrir des voies de communication et connaître tous les pays d'Afrique qui étaient pour la plupart isolés. Donc il organise, il y a 100 ans, en octobre 1924, ça se termine en juin 1925, toute cette traversée avec à bord toute une équipe de scientifiques. C'était pas simplement une opération pour montrer que les voitures Citroën étaient efficaces. C'était vraiment une opération scientifique et culturelle qui a rapporté énormément de choses. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on utilise l'adjectif noir en croisière noire. C'est assez étonnant. Depuis quand une couleur a une connotation raciste ou autre? Et alors il y a une chose que j'aime bien dire, que j'ai découvert récemment, parce qu'il va y avoir l'année prochaine en France un timbre en l'honneur d'André Citroën. Et j'ai vérifié qu'est-ce qu'il y avait comme pays qui avait émis des timbres en l'honneur d'André Citroën. Et j'ai découvert qu'il y a plein de pays en Afrique qui, 80 ans après la croisière noire, ont émis des timbres. C'est donc qu'il n'a pas laissé un mauvais souvenir. Et c'est incroyable que des pays comme le Gabon, Djibouti, Sierra Leone prennent l'initiative d'honorer André Citroën. Alors pour répondre à votre question sur la croisière verte, on a voulu, et le grand organisateur c'est Eric Vigourou, qui est un ancien champion de rallye, on a voulu célébrer donc les 100 ans de cette croisière noire en faisant la traversée de l'Afrique avec un autre trajet pour des raisons de sécurité, mais avec des petites voitures électriques. Et la voiture qui a été choisie, c'est la petite Citroën Ami, qui est vraiment, en parlant argot, mais même sans parler argot, c'est une caisse. Quand on la voit, c'est vraiment un cube. C'est une caisse. Elle est fabriquée en Afrique, d'ailleurs. Ouais, elle est fabriquée au Maroc, effectivement. Et donc, c'est une voiture. Mais c'est très malin, hein, quand même. C'est une voiture qui est utilisée en ville, surtout, puisqu'elle a 60 km d'autonomie. Et là, ils viennent de le terminer. Ils ont fait 16 000 km avec cette petite voiture. Ah oui, quand même. Et ils se sont, l'énergie
qui a été utilisé, c'est que de l'énergie solaire. Et donc, pour recharger les batteries, ils avaient des panneaux solaires pliables. Oui. Et donc ils conduisaient pendant la journée, et à l'heure où il y a le plus de soleil, ils s'arrêtaient pendant 2-3 heures, ils déployaient les panneaux, et puis chargeaient les voitures. Il y a eu juste, je crois, 3 ou 4 fois où ils sont allés dans une ferme solaire, je crois que c'est le terme qu'ils utilisaient, parce que bon, il n'y avait pas de soleil ce jour-là, puis il y a une ferme solaire, il y en a parfois, il y en a ici et là, bon, donc ils sont allés. Donc, toute cette traversée, c'est fait de cette manière. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, les panneaux solaires, il y en avait un certain nombre pour chacune des voitures, et quand elles étaient, les panneaux étaient pliés dans une housse, ça prenait toute la place du passager, et le conducteur avait son bras droit au-dessus de la housse. Le coude était plus haut, au niveau plus haut que l'épaule. 16 000 kilomètres comme ça, chapeau. Mais chapeau aussi à ceux qui ont fait la croisière noire et la croisière jaune. J'ai eu l'occasion de conduire un jour une autochenille, et je vous assure que le strapontin du métro est plus confortable que la place du conducteur. Ça veut tout dire. Et donc, vous vous rendez compte, de Beyrouth à Pékin, en traversant l'Himalaya, vraiment l'Himalaya, avec une voiture comme ça. Comment on peut définir l'innovation dans l'industrie automobile aujourd'hui, de ce que vous connaissez de votre arrière-grand-père, grand-père, pardon, et quand vous voyez aujourd'hui l'innovation, il aurait été très heureux, il aurait été conquis par ce qui se passe aujourd'hui? Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Je pense qu'il aurait été aussi à l'avant-garde de tout ce mouvement qui existe, tout électrique, et puis tous les autres carburants qu'on est en train de mettre en place. Mais on sait comment il travaillait, on sait s'il allait chercher, comment il se déployait à l'époque, parce qu'on n'a pas les mêmes forcément moyens de communication. C'est un bon commentaire, parce qu'en fait les auditeurs seront peut-être surpris, mais André Citroën en tant que tel n'inventait rien. Il était sur le qui-vive en permanence dans l'univers des inventeurs, et dès qu'il voyait qu'il y avait une invention qui avait de l'avenir, il s'y intéressait et il la développait. Alors, par exemple, les engrenages à chevrons qu'il découvre lors d'une visite en Pologne, puisque sa mère était polonaise, donc il rend visite à la famille, il voit en visitant une fonderie, il voit dans un coin des engrenages qui ont les dents en forme de chevron. Il dit, mais c'est quoi ça? Ah, mais c'est une nouvelle forme de denture, ça va augmenter la transmission de puissance. Bon, il y avait des avantages. Donc, et après, il s'est inspiré énormément des Américains. Il y a une collaboration très étroite. Mais surtout, il y avait des industriels et des inventeurs aux États-Unis. Par exemple, la traction avant, c'est Edward Budd qui l'a trouvé. 10 secondes. Mais c'est André Citroën qui développe la voiture et qui fait construire, qui fait dessiner la carrosserie par un sculpteur italien qui était spécialisé dans la sculpture d'animaux. Quel pari sur l'avenir aussi. Fabuleux. Merci beaucoup, Henri-Jacques Citroën, d'avoir été avec nous. Et si votre grand-père était toujours là, il aurait inventé Lionel Rousseau. Bonsoir, Lionel Rousseau.